Mes chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude d'un des cours de l'uro-oncologie, à savoir le cancer de prostate. Ce cancer de prostate est le cancer le plus fréquent dans les populations occidentales. Et ça est dû à l'accroissement démographique, au vieillissement de la population et à l'utilisation du PSA, le prostate spécifique antigène, dans le dépistage. Ce cancer de prostate constitue un vrai problème de santé publique. À noter qu'il n'y a pas de prévention dans ce cancer, et d'où la nécessité du dépistage. C'est un cancer qui est très pauvre sur le plan clinique et il a bénéficié de plusieurs avancées, tant sur le plan diagnostique que thérapeutique. La prostate est une glande sexuelle sur le trajet urinaire. Elle a la forme d'une poire inversée, dont le poids varie entre 15 et 25 grammes. Elle se situe entre la vessie et l'urètre membraneux. Derrière, en postérieur, on retrouve le rectum. Cette prostate, elle participe dans la constitution du liquide séminal par les sécrétions prostatiques. L'anatomie zonale de la prostate décrite par McNeil, où il a subdivisé cette prostate en 4 entités: une zone périphérique qui représente 70% de la glande, et 70% des cancers naissent à ce niveau, une zone centrale qui constitue 20 à 25% de la glande, et une zone transitionnelle qui constitue 5 à 10% de la masse glandulaire. Et à ce niveau que naissent les hyperplasies bénignes de la prostate. Bien sûr, la quatrième entité, c'est le stroma fibromusculaire. Sur le plan épidémiologique, on note que l'incidence du cancer de prostate aux USA en 2008 était de 160 à 165 pour 100 000 habitants. Par contre, en France, en 2009, l'incidence était de 99,4 pour 100 000 habitants. En Algérie, en 2014, l'incidence était de 13,4%. Ça, c'est des données du registre des tumeurs d'Alger, INSP. Il constitue la 6e cause de décès dans le monde. En Algérie, le cancer de la prostate est le 3e cancer chez l'homme après le cancer bronchique et colorectal. En urologie, c'est le premier cancer urologique. Quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque, c'est l'âge, premièrement, supérieur à 50 ans. L'autre facteur, c'est le facteur ethno-géographique. On note une incidence élevée chez les Afro-Américains. L'incidence est plus importante que chez les Américains d'origine caucasienne ou les Blancs américains. Il ne faut pas oublier la mention familiale du cancer de prostate, de la nécessité de faire parfois une enquête génétique, oncogénétique, on appelle comme ça, dans le but de faire de la prévention et du dépistage de certaines familles, et on va en parler après. L'obésité, et ça est dû à l'alimentation riche en graisse, qui peut constituer un des facteurs de risque de ce cancer, et bien sûr des facteurs hormonaux, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de l'androgène, et on sait très bien que ce cancer, il est hormonosensible ou androgénodépendant. Est-ce qu'il y a de la chimioprévention? Est-ce qu'il y a des traitements à prendre? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter ce cancer? Il n'y a pas jusqu'à preuve de prévention primaire actuelle. On parle dans certaines études sur les effets antioxydants du thé, vert, la vitamine E, vitamine D. Non. Il y a aussi un médicament qu'on utilise, la finastéride ou la dutactéride. C'est des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase ou inhibant la transformation de la testostérone en DHT. Mais il n'y a pas de données suffisantes sur la mortalité spécifique et les effets secondaires de ces traitements. Donc jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de chimioprévention. Quelles sont les circonstances de découverte?
Le cancer de prostate peut être découvert à l'occasion d'un examen clinique où le toucher rectal retrouve des anomalies, ou bien élévation du taux de PSA, présence d'anomalies biologiques après une étude d'une existence d'une anémie ou bien d'une hypercalcémie, surtout dans les services de médecine interne, présence d'anomalies radiologiques par l'existence d'images d'ostéocondensation au niveau du bassin et des côtes, et de découvertes histologiques à l'occasion de l'étude anatomopathologique des copeaux de résection endoscopique et de pièces d'adénome de la prostate. Les autres circonstances, c'est l'existence de manifestations cliniques, des exemples qui viennent vous voir pour la symptomatologie urinaire, à savoir une dysurie, une pollakiurie, une impériosité mictionnelle. Ou bien c'est un patient qui vient vous voir pour une hémospermie. Et là, il faut penser, surtout d'un certain âge, il faut penser à se dire, est-ce que vraiment, c'est pas une atteinte de vésicule séminale. Ou bien c'est des patients qui viennent vous voir pour une hématurie. Là, il peut exister quand il y a atteinte de l'urètre et du col vésical. Ou c'est des patients qui viennent dans un état d'insuffisance rénale et de voir un petit peu faire une étude minutieuse à la recherche d'obstruction, de dire est-ce que le cancer n'a pas engainé les nerfs urétéraux, ce qui a entraîné l'obstruction urétérale bilatérale. Ou bien c'est des patients qui consultent pour des douleurs lombaires, soit c'est des douleurs métastatiques, soit c'est une obstruction unilatérale des nerfs urétérales. Ou comme je vous ai dit tout à l'heure, donc d'une métastase révélatrice qui peut être le siège au niveau du bassin, du rachis dorso-lombaire ou des côtes. Aussi des patients qui viennent pour compression médulaire ou radiculaire et entraînant des déficits neurologiques, ou des patients qui viennent pour œdème des membres inférieurs ou de thrombophlébites. Heureusement, ces gens-là ne sont pas fréquents actuellement. Le diagnostic clinique repose bien sûr sur le toucher rectal, qui est un examen fondamental en neurologie et se pratique en décubitus dorsal, jambe fléchie. Son but est de mettre en évidence l'existence ou non d'une induration au niveau prostatique, de voir un petit peu la prostate comment elle est, homogène ou irrégulière, ou bien l'existence d'une induration localisée à un glande, où cette induration, ou bien ce nodule est étendu à la totalité de la glande. Parfois, on trouve une glande prostatique fixe dans le bassin. Le toucher rectal est essentiel pour l'information qu'il donne, mais il n'apporte jamais le diagnostic de cancer de prostate seul. Donc, il ne peut pas être suffisant pour le diagnostic de cancer de prostate. Parfois, dans le cancer de prostate, le toucher rectal est normal. Il faut rechercher par ailleurs, par l'investigation des ganglions de Troisier, recherche d'un gros rein par la palpation de lombaire, la recherche de ce qu'il n'y a pas un gros rein, de rechercher un gland vésical et des examens des organes génitaux externes. Dans le cancer de prostate, l'examen clinique est souvent pauvre. Le dosage du PSA. Le PSA est une glycoprotéine découverte par Roy en 1979. Le PSA total est de 0 à 4 nanogrammes par millilitre. Le PSA n'est pas spécifique d'une maladie prostatique, mais de l'organe qui est la prostate. Circule sous deux formes, liées et libres. La demi-vie est de 3 jours. On le dose selon deux techniques, immunoenzymatique et radio-immunologique. Le PSA est le test de référence dans le dépistage du cancer de la prostate, mais il n'est pas suffisant pour le diagnostic de cancer de prostate. Son taux peut être augmenté avec l'âge, l'existence d'une prostatite, une inflammation, ou d'une grosse hyperplasie bénigne de prostate. Cet examen est demandé à distance de toute manœuvre sur la prostate, par exemple le toucher rectal, après un rapport sexuel, donc il y a l'éjaculation, et bien sûr toute manœuvre instrumentale sur la prostate. Le PSA a une valeur pronostique. Donc on est devant
un patient qui présente une anomalie au toucher rectal et un taux de PSA élevé. Que doit-on faire? Qu'est-ce qu'il faut faire chez ce patient? Il faut faire des biopsies prostatiques. Donc, devant une anomalie du toucher rectal et ou élévation du taux de PSA, les biopsies prostatiques s'imposent, car le diagnostic du cancer de la prostate repose sur l'examen anatomo-pathologique. La biopsie prostatique, c'est le gold standard. Elle permet une démarche diagnostique à la recherche des signes de malignité et d'établir les critères histopronostiques de ce cancer. Cette biopsie prostatique est faite sous échographie endorectale et sous anesthésie locale, parfois sous anesthésie générale ou rachianesthésie. On commence toujours ces biopsies par le toucher rectal pour identifier un petit peu la position et l'endroit du nodule à biopsier et voir un petit peu la préparation rectale, comment elle est faite. 12 carottes biopsiques au minimum sont nécessaires. Ces biopsies prostatiques seront réalisées selon un schéma bien établi, à gauche comme à droite, comme on voit sur les mains sur la droite. Et bien sûr, après une préparation rectale du patient, une antibioprophylaxie et arrêt des anticoagulants, car il y a le risque hémorragique. Ces biopsies prostatiques sont faites bien sûr avec une cartographie en sextant, où 12 prélèvements seront faits au niveau de l'apex, au médian et à la base, et en périphérie, ça veut dire en latéral, et en paramédian, médiolobulaire, à droite et à gauche. Toutes ces carottes seront mises dans ces flacons qui contiennent de liquide de conservation, et ces flacons seront numérotés à droite comme à gauche et envoyés au laboratoire d'anatomopathologie. Le type histologique du cancer de prostate, 85% des cas, il s'agit d'un adénocarcinome. Celui-ci qui se développe préférentiellement au niveau de la zone périphérique de la prostate, par opposition à la zone de transition, où se développe l'hyperplasie bénigne de prostate. Par contre, certaines entités de carcinome, on peut les retrouver, à savoir les neuroendocrines à peu près dans 10%, et 5% des cancers mucineux transitionnels épidermoïdes. Les sarcomes et les tumeurs secondaires sont exceptionnels. Bien sûr, une fois l'étude histopathologique est faite, et on parle ainsi d'un adénocarcinome, et ce qui sera gradé selon le score de Gleason. Le score de Gleason est un score histopronostique caractérisant le degré de différenciation de la tumeur. C'est un facteur pronostique essentiel dans la prise en charge du cancer de prostate. Ce score est la somme de deux grades les plus représentés sur le prélèvement. Le premier chiffre correspond au grade prédominant, le second correspond au grade secondaire. Quand les tumeurs sont uniformes, c'est-à-dire le grade est unique et doublé. Exemple, un score 6, 3 plus 3. Le score varie donc de 6 à 10. Un exemple. Le premier exemple, de voir un petit peu le score 7 est plus grave que le score 6. C'est-à-dire la différenciation est plus importante. Le score 7, 4 plus 3, il est plus grave que le score 7, 3 plus 4. Donc c'est pour ça, quand quelqu'un va vous dire que j'ai un patient qui a un adénocarcinome de prostate avec un score 7, la question que je vais lui poser, dites-moi, ce 7, c'est un 4 plus 3 ou un 3 plus 4? Si c'est un 4 plus 3, je dirais, voilà, ce cancer est plus grave que s'il était à score 7 avec 3
plus 4. La presque totalité des cancers diagnostiqués ont un score de Gleason 6, 3 plus 3, et qui correspond à des cancers très bien différenciés. Donc il est difficile pour les patients de comprendre qu'ils ont un cancer indolent alors que leur cancer se situe dans la médiane du score de Gleason. En plus, le score de Gleason ne fait pas de différence entre le score 7, 3 majoritaire, et le score 7, 4 majoritaire. Et un autre problème, c'est de différencier les scores 8 par rapport aux scores 9 et 10, dont le pronostic de ces derniers ont un pronostic plus grave et plus péjoratif que le score 8. Et pour pallier à ces insuffisances, il y a une classification de l'ESUP 2014, International Society of Urological Pathology, où elle a subdivisé de ces cancers en 5 groupes. Le groupe 1, anciennement appelé score de Gleason 6, 3 plus 3. Le groupe 2, où le score de Gleason 7 avec un 3 majoritaire, donc 3 plus 4. Groupe 3, c'est le score de Gleason 7 avec un 4 majoritaire, donc 4 plus 3. Et un groupe 4 qui est un peu varié, où le score de Gleason est de 8, soit c'est un 4 plus 4, soit c'est un 3 plus 5, soit c'est un 5 plus 3. Et l'autre entité, dernier groupe, c'est le groupe 5, où le score de Gleason, 9 ou 10, ça veut dire 9, soit c'est un 5 plus 4, ou un 4 plus 5, ou un 5 plus 5 pour le 10. Le bilan d'extension consiste. Le premier examen à faire dans le bilan d'extension, c'est l'IRM prostatique, qui a une fiabilité de 51 à 70%. Elle permet de distinguer les T2 des T3, ça veut dire d'évaluer un petit peu l'extension locale. Ça veut dire la recherche d'un cancer qui est localement avancé. Là, l'IRM de diffusion permet, c'est un couple perfusion-diffusion. Elle a une sensibilité de 60 à 97% avec une spécificité de 85%. Recommandé bien sûr dans le bilan d'extension, surtout de voir un petit peu l'existence ou non d'une effraction capsulaire qui signe un cancer localement avancé. Et elle est d'indication aussi quand après avant une nouvelle série de biopsies prostatiques, après la première série de biopsies prostatiques qui est revenue négative, l'IRM sera remplacé par la TDM en cas de contre-indication de l'IRM par la présence d'un corps étranger au niveau de la personne, c'est-à-dire présence d'un patient porteur d'un pacemaker ou bien d'une prothèse de Moore, prothèse osseuse ou d'une valve cardiaque. La tomodensitométrie thoraco-abdominopelvienne, elle permet la recherche de métastases viscérales et bien sûr de voir un petit peu l'existence ou non des adénopathies. Elle est indiquée surtout dans le T2A, dont vous allez voir la classification après, quand le PSA est supérieur ou égal à 10 nanogrammes par millilitre, ou l'existence d'un score de Gleason supérieur ou égal à 7, ça veut dire avec présence d'un grade 4 majoritaire, ça veut dire un score de Gleason, un 4 plus 3 à peu près, c'est le groupe 3 de l'ISUP 2014. Si la TDM est contre-indiquée, là, l'IRM est faite à la place de la TDM, par exemple, en cas d'allergie aux produits de contraste. La scintigraphie osseuse, on sait très bien que le cancer de prostate est un cancer très osthéophile, qui est recommandé quand le PSA il est supérieur à 10 nanogrammes par millilitre, l'existence d'un score de Gleason supérieur à 7, ou bien 7 plus 7, surtout en présence de grade 4, et bien sûr
est indiqué aussi quand le patient rapporte des douleurs osseuses, c'est-à-dire avec des signes d'appel clinique. L'IRM est sensible et très sensible, et elle est demandée parfois quand les résultats scintigraphiques sont douteux, et parfois on est obligé de faire de l'IRM corps entier, ou bien scinti-IRM, afin d'explorer les os plats, côtes et battins. Le curage ganglionnaire sera fait lors de l'intervention chirurgicale. Avant, c'était un curage ganglionnaire ilio-obturateur, mais actuellement, le curage ganglionnaire ne peut être que étendu. Donc, il va prendre tous les tissus cellulo-graisseux qui siègent, qui prend un petit peu du vaisseau iliaque, arriver jusqu'au nerf obturateur, les vaisseaux iliaques externes et les vaisseaux iliaques primitifs surtout, tout en faisant attention, bien sûr, de ne pas prendre ou de léser l'urtère. Après le bilan d'extension du cancer de prostate, nous classons nos patients selon la classification TNM. Tumeur primitive. Nous parlons ici de T1, tumeur ni palpable ou toucher rectal ni visible à l'imagerie. Et cette catégorie de tumeurs est classée en 3 sous-groupes. De T1A, tumeur occupant moins de 5% du tissu réséqué. T1B, tumeur occupant plus de 5% du tissu réséqué. Et T1C, tumeur découverte sur une biopsie prostatique chez un patient avec un PSA élevé. T2, c'est la tumeur limitée à la prostate, ça veut dire que la capsule n'a pas été touchée par ce cancer. Automatiquement, ce cancer il est localisé. T2 est classé en 3 sous-groupes. T2A, tumeur atteignant la moitié d'un lobe ou moins. T2B, tumeur atteignant plus de la moitié d'un lobe mais sans atteindre les 2 lobes. Et T2C, tumeur atteignant les 2 lobes. Pour les T3, là, la capsule est rompue, donc il y a une extension au-delà de la capsule. Cette catégorie de tumeurs du T3 est subdivisée en 3 catégories, le T3A et le T3B. T3A, extension extracapsulaire unie ou bilatérale. La T3B, c'est l'extension aux vésicules séminales unie ou bilatérale, bien sûr. Pour les T4, ces tumeurs qui sont fixées ou atteignant d'autres structures telles que structures autres que les vésicules séminales, les sphincters externes, le rectum, les muscles releveurs de l'anus ou la paroi pelvienne. Pour les adénopathies, les N1 atteinte ganglionnaire régionale, les N1-MI, métastase ganglionnaire inférieure à 0,2 cm. Pour les métastases à distance, pour les M1 métastases à distance, M1A atteinte des ganglions non régionaux, M1B atteinte osseuse, M1C autre site. Ici, sur cette slide, nous avons regroupé 2 catégories, 3 catégories plutôt de patients, où sont dictés les groupes à risque et leurs critères. Le groupe de faible risque, c'est avec les critères chez des patients qui ont un PSA inférieur ou égal à 10 nanogrammes par millilitre, avec un glisone inférieur à 6, ou stade clinique T1C, T2A. Chez les patients de risque modéré, les critères sont un PSA entre 10 nanogrammes et 20 nanogrammes, ou un glisone 7 ou T2B. Le haut risque, c'est ces patients qui ont un PSA au-delà de 20 nanogrammes par millilitre, ou un glisone, score de glisone 8, 9, 10, ou chez les patients qui sont classés sur le plan clinique en T2C, T3. Le traitement. La première arme thérapeutique, c'est la surveillance active.
surveillance active proposée par PRIAS, the Prostate Cancer Research International Active Surveillance, qui consiste à surveiller des patients qui présentent un cancer de prostate avec preuve histologique, où le PSA est inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, où la densité est inférieure à 0,2, un stade clinique T1C, T2A, N0, NX, M0, MX, où la personne présente une seule carotte biopsique positive, où le score de Gleason est inférieur à 6. Quelles sont les modalités de surveillance active? Les modalités de surveillance sont le PSA tous les 3 à 6 mois, un calcul du temps de dédoublement du PSA qui doit être supérieur à 3 ans, un toucher rectal tous les 6 à 12 mois et pratiquer des biopsies prostatiques entre le 3e mois et 18 mois. Les critères d'arrêt de traitement de la surveillance active, si vous voulez, c'est quand le temps de dédoublement du PSA passe bien soit inférieur à 3 ans, quand on a refait des biopsies, on a trouvé le score de Gleason qui est égal ou supérieur à 7, et les biopsies, le nombre de biopsies a augmenté chez ces patients supérieur ou égal à 3 biopsies positives. Et bien sûr, l'état psychologique du patient, où le patient parfois désire de quitter ce mode thérapeutique en demandant au chirurgien ou au médecin urologue de lui proposer un autre traitement que celui-ci. L'abstention surveillance. L'abstention surveillance, c'est le watchful waiting. Ça veut dire la surveillance plus une hormonothérapie différée. Chez des patients dont l'espérance de vie est inférieure à 10 ans, avec un faible risque d'ANICO. Il ne faut pas mélanger entre la surveillance avec la surveillance active. La prostatectomie totale radicale. La prostatectomie totale radicale consiste en l'ablation en monobloc de la prostate, des vésicules séminales et anastomose urétrovésicale. Et ce qu'on voit sur le slide, c'est les différentes étapes de cette prostatectomie totale. Dans la slide précédente, la prostatectomie est faite par voie transpubienne, à ciel ouvert. Au niveau de cette slide, nous avons deux autres options, c'est la prostatectomie par voie laparoscopique et la prostatectomie par voie ou bien robot assisté, où le chirurgien est celui qui est en tenue de bloc verte. La prostatectomie totale radicale, là on a la prostate fraîche sur qu'on voit sur la droite, la gauche plutôt, et la prostate ancrée avec de l'encre de Chine chez les anatomopathologistes. La radiothérapie est une autre arme thérapeutique efficace. Cette radiothérapie contient et rassemble des accélérateurs linéaires, de l'imagerie et de la dosimétrie tridimensionnelle, ce qu'on appelle la radiothérapie conformationnelle. C'est une alternative à la chirurgie à dose supérieure à 112 degrés, repérage du volume cible adapté à l'anatomie, donc on est obligé de faire des études scanographiques de l'anatomie du patient en simulation. Bien sûr, elle permet de faire aussi la radiothérapie ganglionnaire, ce qui entraîne l'augmentation du bénéfice du contrôle et du contrôle biochimique. La radiothérapie plus une hormonothérapie, elle permet d'améliorer la survie globale dans les cancers de prostate localement avancés. La curithérapie ou la curithérapie interstitielle, c'est l'implantation permanente transpérinéale éco-guidée de grains radioactifs, soit de iode 125 ou iridium 192. Se fait sous anesthésie ou générale ou péridurale. L'objectif, c'est d'éradier la prostate plus une marge de 2 à 3 mm de la capsule.
indiqué chez les patients à faible risque d'ALICO, où l'IRM prostatique ne montre pas d'extension, c'est-à-dire absence d'extension. Les contre-indications, c'est de grosses prostates ou bien la prostate supérieure à 50 cc avec présence d'un lobe médian, ou les PSS supérieurs à 20 avec antécédent de résection transurétrale de la prostate, ou bien de patients qui présentent des limitations d'immobilité de la hanche, parce que c'était en position gynécologique. Les traitements focaux, ça veut dire les traitements focaux parmi les premiers, c'est les UFU, ultrasons focalisés de haute intensité, le High Intensity Focused Ultrasound, permet de faire une destruction des tissus, entraînant une nécrose de coagulation. Elle se fait par voie transrectalico-guidée, sous anesthésie bien sûr, toujours, indiquée chez les patients qui sont âgés, refusant une prostatectomie ou une radiothérapie, ou des patients qui présentent des comorbidités très très importantes. L'autre traitement, parmi les traitements focaux, on a la cryothérapie. Si le traitement adapté est proposé à la prostate, un traitement où la température est moins de 70 degrés, elle se fait par voie transpérinéale éco-guidée, entraînant la destruction par congélation brutale et répétée des tissus prostatiques. Indiqué chez les patients présentant une tumeur T1, T2 avec N0, N0, faible risque ou risque intermédiaire, la prostate doit être inférieure à 40 grammes quand même. L'hormonothérapie, l'autre traitement pour le cancer. Ici un rappel sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, où au niveau de l'hypophyse, les LH, RH, CRF, on note que la LH agit sur les cellules de Leydig du testicule, où 95% de la testostérone est sécrétée. Le reste est sécrété par la cortico-surrénale. L'hormonothérapie permet de soustraire la tumeur à l'influence des androgènes par le biais, premièrement, des antiandrogènes, les non-stéroïdiens à action périphérique, tels que le bicalitamide, flutamide, ou les stéroïdiens, action centrale et périphérique, tels que l'acétate de céprotérol. La pulpectomie ou l'orchidectomie, c'est la castration chirurgicale, c'est-à-dire on enlève les testicules, ou néanmoins la pulpe testiculaire, et c'est le meilleur moyen de castration, si on veut. Ou bien, en troisième catégorie, un analogue LHRH, tel que le triptorylline et la gozériline, ou des injections chaque mois, chaque 3 mois, ou chaque 6 mois actuellement. D'autres moyens thérapeutiques, c'est les nouvelles hormonothérapies, qui sont indiquées soit avant ou après échec à la chimiothérapie. C'est l'acétate d'abiraterone, ou Zitica, 1000 mg, 1 g si vous voulez, par jour en une prise à distance des repas avec prédnisone 5 ou 10 mg jour. Et bien sûr, l'enzalutamide, 160 mg par jour. La chimiothérapie, son indication chez les patients qui présentent un cancer de prostate résistant à la castration, malgré que le patient a bénéficié d'une hormonothérapie, le PSA reste toujours élevé et continuera à s'élever. Là, il y a la mise en place de la chimiothérapie par le biais des taxanes en monothérapie, en utilisant le docétaxel 75 mg par mètre carré chaque 3 semaines, associé à des prédnisone, un produit bien toléré, ayant fait l'épreuve car il a amélioré la qualité de vie. Ou bien le cabazitaxel, un nouveau taxane semi-synthétique, et les standards de chimiothérapie dans la deuxième ligne. Les indications thérapeutiques. Dans les cancers de prostate localisés,
on fait soit une prostatectomie ou une radiothérapie prostatique, soit une curithérapie. S'il y a possibilité de faire une surveillance active, c'est des patients qui ont une espérance de vie supérieure à 10 ans, ou bien une abstention surveillance chez des patients avec un faible risque d'amicaux ou l'espérance de vie inférieure à 10 ans, ou bien l'AFU, cryothérapie, qui ne sont pas dans les recommandations, mais elles sont toujours en cours d'évaluation. Dans le cancer localement avancé, le gold standard, c'est l'hormonoradiothérapie, un traitement combiné, ou bien on fait une prostatectomie élargie avec curage ganglionnaire. Ou bien, chez certaines personnes, on ne peut pas mettre ces deux indications, on met une hormonothérapie isolée. On appelle des patients qui ne sont pas éligibles à un traitement local. Dans les stades métastatiques, une suppression androgénique, castration soit chirurgicale, soit la mise en place des traitements, qu'on appelle les traitements standards de première ligne. Manipulation hormonale, on ne la fait plus maintenant, le retrait des androgènes, etc. Ça ne donne aucun élément, mais je voulais juste le mettre ici pour que les gens comprennent qu'avant, dans un but de rappeler un petit peu l'historique, et maintenant on ne fait plus de retrait des anti-androgènes, on passe directement soit aux nouvelles molécules d'hormonothérapie, l'abiraterone, ou à chimiothérapie, docetaxel ou cabitaxel en deuxième. Les traitements symptomatiques, c'est le traitement des douleurs osseuses, métastases uniques ou multiples, en utilisant les biphosphonates, irradiation centrée sur la zone, et irradiation métabolique au samarium 135. En cas de compression médulaire, on met en place une corticothérapie associée à une radiothérapie seule ou à la chirurgie. En cas de troubles obstructifs urinaires, le traitement est purement urologique. Obstruction de haut appareil urinaire, soit par la mise en place de sondes de J, soit de néphrostomie, ou dérivation externe ou interne de la voie excrétrice. En cas de rétention vésicale, on tente un sondage vésical. Si on ne peut pas, on met un cathéter suspipien, ou bien en proposant alors une résection transurétrale de la prostate. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un Ramadan Karim et à très bientôt.